La semaine de l'écho sur France 24, bonjour. On va s'intéresser aujourd'hui à la guerre en Ukraine. Jeudi à Bruxelles, Volodymyr Zelensky a réclamé à l'Union européenne une réponse avant la fin de l'année dans l'épineux dossier des avoirs russes gelés. C'est quelques 210 milliards d'euros. L'UE qui écarte pour l'instant la possibilité de les utiliser, on le verra. À Moscou, en tout cas, Vladimir Poutine menace. Selon lui, l'utilisation de ces avoirs russes gelés pourrait avoir de lourdes conséquences. On va en parler avec mes invités aujourd'hui. Je vous les présente. Bonjour Pascal Joannin. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Bonjour Alexandre Kateb. Bonjour. Vous êtes économiste, fondateur de Multipolarity AI. Je salue également Olivier Marty. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, président d'Éduc EU. Et puis Julien Malizard est également sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire économie de défense de l'Institut des hautes études de défense nationale. Les présentations sont faites. Avant de tous vous donner la parole, on va partir direction Bruxelles, où les dirigeants européens ont donc acté un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, mais sans aucun recours aux avoirs russes, faute d'accord. C'est à n'en pas douter l'information de la semaine. On va écouter tout de suite la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Nous partageons tous un objectif clair, une paix juste et durable pour l'Ukraine. Nous avons proposé un emprunt de l'UE sur les marchés financiers et nous avons mis au point un prêt de réparation. Un élément très important de notre discussion était que dès vendredi dernier, nous avons envoyé un message politique très clair et très fort en gelant sur le long terme les avoirs russes dans l'Union européenne. Ce message était donc très clair et nous nous sommes mis d'accord aujourd'hui sur une solution pour le financement de l'Ukraine au cours des 2 prochaines années. Pascal Joannin, dans ce dossier complexe sur le plan juridique, on sentait bien la frilosité des Européens et également évidemment de la Belgique où sont détenus ces 210 milliards d'euros. Oui, et surtout des Belges. C'était vraiment les Belges qui étaient les plus frileux, parce qu'en effet, c'est la société Euroclear qui détient une grande partie de ces avoirs russes. Ces avoirs russes, il y en a aussi, faut pas se mentir, dans d'autres États membres, mais en plus petite quantité. Et donc, ils voulaient s'assurer que si jamais on utilisait ces avoirs russes, alors sur le plan juridique, il y a beaucoup à dire, mais que ça ne soit pas que eux qui soient qui seraient dans le viseur. Et donc, ils voulaient une solidarité européenne. Le chancelier allemand était très en faveur de ce plan d'utiliser les avoirs russes, parce que le mot prêt, les Allemands, ils n'aiment pas trop, alors ils l'ont fait pour le Covid. Madame Merkel s'était rangée à la vue, elle était sortie du camp des frugaux, comme on les appelle à Bruxelles, pour venir avec le président français pour le Covid. Et donc là, il y a un deuxième prêt qui serait fait, qui est un peu une nouveauté, puisqu'on avait fait le premier avec le Covid, là on en a un deuxième. Les Danois ont réussi à ne pas, qu'il n'y ait pas de décision, après le blocage des Belges, mais il y avait aussi les Hongrois, les Tchèques maintenant et les Slovaques qui, eux, dès qu'on parle de financement pour l'Ukraine, disent non. Donc il y avait aussi cette épée de Damoclès. Donc finalement, on pourrait peut-être dire que c'est un accord un peu tiède, mais finalement la réponse elle est là. Les Ukrainiens avaient besoin de 130 milliards, ils en ont demandé 2 tiers à l'Europe, 90, on le leur donne. Les autres 40 milliards seront donnés par le Canada, le Royaume-Uni, d'autres pays occidentaux. Et donc on va pouvoir aider l'Ukraine dans les besoins qui sont les siens pour 2026-2027. Alexandre Kateb, ils ont eu raison, les Européens, de ne pas passer en force dans ce dossier complexe ? Alors, en fait, il y a eu une opposition quand même de certains pays, notamment de la Belgique, comme ça a été évoqué, et d'Euroclear. Euroclear et la Belgique, les deux dossiers sont très liés, évidemment. C'est une société de droit belge qui a une garantie souveraine de l'État belge. Et donc, si Euroclear fait face à des obligations qu'elle ne peut pas honorer, c'est l'État belge qui doit honorer ces obligations. Et là, on parle quand même de 200 milliards d'euros. Donc ça représente quand même, si on regarde le PIB de la Belgique, un montant significatif. Et là-dessus, les garanties qui avaient été présentées via le mécanisme d'origine, si vous voulez, qui consistait à utiliser ces avoirs comme collatéral et à emprunter vis-à-vis d'Euroclear, que l'Union européenne emprunte vis-à-vis d'Euroclear, ce mécanisme était jugé trop risqué par Euroclear et par la Belgique par conséquent. Il fallait donc s'éviter d'avoir des problèmes avec les Russes en l'absence de solution claire. Exactement. Et donc là, on a un mécanisme, un schéma de financement beaucoup plus classique, avec un emprunt européen
donc sur les marchés, comme ça a été dit, et cet emprunt européen va servir à son tour à faire ce prêt à l'Ukraine, un prêt qui ne sera remboursable que si la Russie elle-même verse des réparations à l'Ukraine. Donc, dans le contexte actuel, on a du mal à voir comment ce prêt pourrait être remboursé par l'Ukraine. Et donc, il s'agit pour moi d'une aide plus que d'un prêt. Mais c'est pour les conséquences pour les Européens, c'est qu'il s'agit d'un endettement supplémentaire et donc que les États et in fine les citoyens devront supporter la charge de cet emprunt. Et on va en reparler, les Européens qui disent vouloir continuer à travailler pour trouver une solution viable. On peut penser qu'un jour ce sera le cas ? Alors, c'est pas complètement sûr. Il y a manifestement une série d'obstacles juridiques et techniques qui est vraiment très importante. On parle de ce schéma-là depuis des semaines et des mois. On n'a pas réussi à trouver des solutions. On est tombé d'accord sur une solution beaucoup plus classique, un prêt de 90 milliards gagés sur, permis par un emprunt européen gagé sur le budget de l'Union européenne. C'est quand même une bonne solution parce qu'il fallait vraiment aider l'Ukraine à ce moment-là. Et effectivement, l'Union européenne néanmoins se réserve la possibilité de pouvoir éventuellement saisir ces actifs russes par la suite. Mais ça n'est pas le plus important pour le moment. Oui, ils sont gelés, parce qu'on a, dans votre reportage tout à l'heure de Mme von der Leyen, elle disait on a pris vendredi dernier, donc c'est pas aujourd'hui, c'était la semaine dernière, une décision de geler ces avoirs russes, on les a pas confisqués, mais ça veut dire quand même indirectement à Vladimir Poutine, tu n'as pas intérêt à trop mal jouer, parce que sinon tes actifs, on pourrait s'en servir un jour contre toi si jamais on en avait besoin. On voit bien que cette aide européenne, principalement économique au début, elle devient de plus en plus militaire. C'est évidemment la conséquence de la marche arrière de Donald Trump. Effectivement, quand on regarde les statistiques du Kiel Institute qui fait référence en la matière sur les dons qui ont été faits à l'Ukraine depuis 2022, donc on a presque 4 ans de recul désormais là-dessus, en fait on voit que globalement les Européens et les Américains ont à peu près donné le même montant jusqu'en 2024. Et à partir de l'élection de Donald Trump, l'aide tangible, en tout cas américaine, s'est arrêtée. Alors, elle s'est poursuivie dans d'autres domaines. Vous pensez au renseignement sur l'aide militaire, donc, qui est très utile pour les Ukrainiens, même s'il y a aussi un sujet de tractation là-dessus. Et les Américains arrivent à jouer aussi sur ce levier-là, parce qu'ils en ont quand même clairement besoin. Et les Européens n'ont pas les capacités de totalement supplanter les Américains en ce sens. Mais on va dire qu'en moyenne, jusqu'en 2024, l'aide américaine était plutôt militaire, l'aide européenne était plutôt économique, parce que l'Ukraine a quand même perdu, entre 2022 et 2023, 30% de son PIB, ce qui est quand même assez substantiel. Elle ne l'a jamais retrouvé en l'espèce. Les performances de croissance sont très légèrement positive, mais pas non plus extraordinaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas les moyens de soutenir et un effort de guerre qui représente entre 30 et 40% de son PIB, et une activité économique pour le reste de sa population. Et donc l'aide européenne, ici, elle est là pour alimenter historiquement plutôt le soutien à l'économie, mais là, désormais, c'est aussi entretenir les capacités militaire de la part de l'Ukraine, sachant que l'Ukraine aujourd'hui est capable de produire l'essentiel des équipements dont elle a besoin pour ses forces armées, sauf quelques domaines très spécifiques, et en particulier la défense solaire pour intercepter les missiles et les drones que la Russie envoie quasiment quotidiennement sur le ciel plutôt ukrainien. 90 milliards d'euros, ce n'est pas rien. L'Europe a les moyens aujourd'hui d'un tel prêt, d'une telle aide. L'Union européenne est AAA, elle est bien notée, contrairement à certains États membres qui la composent. C'est en effet une décision qui est un peu quand même nouvelle. Parce qu'en effet, ces emprunts, on les a entamés seulement après le Covid. Jusqu'à présent, on refusait un peu d'emprunter. Il y avait, comme je dis, des États frugaux qui... et donc, quand même, dans ces États frugaux, il y en a qui sont aujourd'hui aux manettes un petit peu de l'Union et qui n'ont pas du tout mis un quelconque frein, parce qu'en effet, le message, c'était de dire, dans le contexte actuel, compte tenu de ce qui se passe aux États-Unis, de fait que, en effet, les tractations qui ont lieu en ce moment... ne mène à nulle part parce qu'on ne voit pas tellement de mouvements de la part de Vladimir Poutine. Il y aura encore des négociations entre Ukrainiens, Européens, Américains là, durant le week-end ou en début de semaine prochaine. Donc tout ça est très flou. Et donc là, le message, il était clair. Les Européens sont avec l'Ukraine pour les aider quoi qu'il arrive. Mario Draghi aurait dit il y a 10 ans,
quoi qu'il en coûte, on en est un peu là. On est tout seul aujourd'hui, ou avec quelques autres États étrangers, Canada, Japon, etc., à aider, ou le Royaume-Uni, à aider l'Ukraine. On voit bien que les Américains ne le font plus. Donc si on veut en effet soutenir l'Ukraine ou nous donner les meilleures chances d'être dans les meilleures positions de négociation, le jour où ces négociations arriveront à maturité, eh bien là, on aura fait ce qu'on doit pour qu'en effet l'Ukraine soit en bonne position pour négocier. Au vu du retrait américain, l'Europe n'a plus le choix aujourd'hui. Ah ben, s'il y avait quelques illusions encore de certains pays, alors pas les Français, parce que nous, il y a longtemps qu'on a pris quelques indépendances, puis on les a aidés à gagner leur guerre d'indépendance, ne l'oublions pas. Hein. Donc, nous avons une position un peu particulière. Donc, si nous, on n'avait pas beaucoup d'illusions, et on n'essayait pas d'essuyer les yeux, nos amis allemands, par exemple, eux qui étaient très liés aux États-Unis, doivent fait écho sur le fait qu'ils ne sont plus là. Et quand vous entendez le discours du chancelier allemand, c'est l'un des premiers ou un des rares, parce que la situation a changé, à dire des choses sur les Américains qu'on n'a jamais entendues dans la part d'un leader allemand. On parle depuis tout à l'heure de prêt. Est-ce que Kiev, un jour, pourrait rembourser ce prêt? On peut en douter. Ça paraît hypothétique, oui, parce que pour le moment, l'enjeu pour Kiev, c'est de faire la guerre, de la gagner, ensuite de reconstruire son économie, de restaurer ses capacités financières. Et puis, il y aura beaucoup à faire pour reconstruire ce pays. Et on peut penser qu'effectivement, Kiev ne remboursera pas la totalité de ce prêt et qu'à ce moment-là, on devrait se retourner effectivement vers les actifs russes. Et si ça n'est pas possible, alors les garanties directes ou indirectes des États membres devront être convoquées. Mais pour répondre à votre question de tout à l'heure, oui, je crois que l'Union européenne a les moyens d'emprunter, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis le Covid, où la Commission a augmenté nettement son volume d'emprunt, elle a bien constaté qu'il y avait une demande très forte des investisseurs internationaux pour ce type d'obligation très bien notée, très sûre, qui correspond à beaucoup de demandes des investisseurs. Un prêt qui intervient en plein débat budgétaire en France, en tout cas. Est-ce que ça va bien passer auprès de la population, ce nouveau prêt? C'est toute la question, en fait, parce que c'est vrai que toute cette politique qui a été conduite pour soutenir l'Ukraine, certes, d'aucuns diraient que ça n'a fait que retarder finalement la résolution du conflit. Donc le coût commence quand même à peser. Et les différentes populations qui voient les programmes de restriction budgétaire se mettre en place, notamment en France, effectivement, la France, si ce prêt n'était pas remboursé, devrait quand même sortir entre 15 et 20 milliards d'euros. Sur les 90. Sur les 90. Donc c'est quand même conséquent, et ça représente, quand on regarde tout l'effort budgétaire qu'on cherche à faire, toutes les économies qu'on cherche à faire et sur lesquelles il y a des tractations, je dirais, à n'en plus finir, on voit bien que d'un autre côté, il y a ces fonds qui partent en Ukraine. Donc on peut se poser la question à un moment donné, si ce n'est de l'utilité de ces fonds, du consentement démocratique à toute cette politique. Et ça, c'est tout le grand problème de l'Europe, parce que cette Europe, aujourd'hui, semble totalement déconnectée, en fait, de ces populations. Il y a quand même un vaste mouvement de contestation sur ce sujet et qui n'est pas entendu. C'est pas une contestation. Parce que les anti-européens, il y en a de moins en moins. Même ceux qui étaient très anti-européens il y a 7 ans ne le sont moins. Sur l'Ukraine, en tout cas, le soutien baisse de mois en mois. Je ne sais pas, vous voyez, parce que le dernier Eurobaromètre qui date de la semaine dernière, Alexandre, montre en effet que dans tous les pays européens, y compris dans certains pays dont les dirigeants sont peu européens, il y a un soutien à l'Ukraine et à l'Union européenne très fort. Si et d'ailleurs, Viktor Orban, il n'a jamais mis on va dire le Hungary exit sur la table, parce que il sait que sa population ne le suivrait pas. Et puis l'exemple britannique est quand même pas forcément un exemple non plus. Et donc ces partis eurosceptiques font plus, je suis d'accord avec vous, mais ils sont moins anti-européens. Et leurs dirigeants, quand ils arrivent aux affaires, veulent pas sortir de l'Union. Oui, non, ils veulent pas sortir de l'Union, mais ils veulent une autre Europe, avec une autre politique étrangère. C'est facile de dire, on veut une autre vis-à-vis de la Russie. Si, parce que là, en fait, c'est une certaine on politique. sait bien qu'Orban est un pantin de Moscou, donc si c'est ça que les Européens veulent, je suis pas sûre. Je dirais pas ça. Moi, je le dis. Moi, je le dis. Voilà. Vous pouvez le dire. Moi, je dirais pas ça. Moi, je dirais que c'est les citoyens européens qui doivent choisir la politique étrangère de l'Europe, et on ne doit pas faire ils ont voté à des élections. Ils ont voté à des élections européennes et à des élections nationales. Donc, quelque part, le soutien à l'Ukraine, ils n'en ont pas encore marre.
on verra en 2027, on verra en Allemagne et dans les autres pays, mais j'ai l'impression que ça commence un peu à changer. Et voilà, il y aura un infléchissement, c'est certain. Julien Malizard, c'est de ce prêt in fine finalement que dépend la survie de l'Ukraine. Il faut payer ses soldats, s'armer, en gros être en capacité de livrer bataille face à la Russie. Il y a notamment le dossier des drones. Alors, il y a ce qu'il faut voir, c'est qu'on est clairement dans une guerre d'attrition pour l'Ukraine. C'est un sujet majeur, évidemment, et donc sans soutien de la part des Européens et des Américains par le passé, l'Ukraine n'aurait pas eu les moyens de soutenir son effort de guerre qui est gigantesque. Vu des Européens, il faut aussi avoir à l'esprit que ça nous coûte de l'argent, effectivement, ce sont des ponctions de ressources à un moment donné sur les budgets européens, mais il faut aussi comparer ça par rapport à des alternatives, et les alternatives, ça serait évidemment un renforcement de la Russie, encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc effectivement, c'est peut-être très cynique de dire ça, parce que le conflit est en Ukraine aujourd'hui, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, en fait, ça ne coûte pas très cher en tant qu'Européens par rapport à une alternative qui serait une Russie encore plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Plus on attend, plus la facture sera lourde. Et alors ça c'est vrai, et de toute façon la facture sera lourde de toute façon, puisque le montant des destructions qu'on observe en Ukraine est gigantesque, et la reconstruction du pays tel qu'on le connaissait avant la guerre, prendra des décennies. Et donc ça, c'est un projet dont on ne parle absolument pas, parce que on est au milieu du conflit. Enfin, c'est un peu prémédité, oui. Mais clairement, ça va coûter très cher. Et donc aujourd'hui, par contre, si on se place plutôt des Ukrainiens, cet argent est absolument indispensable, parce qu'ils ont une économie à faire tourner, qui est sous perfusion de la part de ces donateurs principaux, en particulier en ce moment l'Union européenne, et ça permet d'alimenter la construction des équipements militaires dont elle a besoin, et qui représente aujourd'hui à peu près entre 30 et 40% de son PIB. C'est difficile de savoir précisément parce que les calculs du PIB sont limités vu l'état de guerre, et ça permet la fabrication d'équipements en masse, comme vous rappelez les drones. Ça, c'est un enjeu majeur pour l'Ukraine. Les statistiques qui sont avancées pour 2025, c'est 4 millions de drones qui sont fabriqués en Ukraine. 4 millions de drones. 4 millions de drones. Alors après, c'est difficile de savoir précisément, là aussi. Non, mais c'est énorme. Mais c'est énorme. En fait, on est sur des volumes de production qui sont incomparables avec ce qu'on a connu par le passé récent, en tout cas, et on retrouve presque des choses qui sont ce qu'on observait durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire des volumes de production qui sont gigantesques, et le drone ici, pour l'Ukraine, est un moyen de compenser un rapport de force qui est largement en sa défaveur. Au début de la guerre, le PIB ukrainien, c'est à peu près 10% du PIB russe, et la population ukrainienne, c'est aux alentours de 20 à 30% de la population russe. Donc le rapport de force était clairement en faveur de la Russie. Et en dépit des dons qu'ont consentis les Occidentaux, l'Ukraine a développé cette industrie de drones pour faire de la masse, être en capacité de compenser notamment sur des munitions, des choses qu'elle ne disposait pas et que les Occidentaux n'étaient pas capables de lui fournir en temps et en heure, compte tenu de l'urgence des besoins. Partager le futur gâteau de la reconstruction, ça doit être un objectif assumé des Européens. Bien sûr, parce qu'on les aide aujourd'hui, on les aidera demain. Et dans la reconstruction, il ne faudra pas se leurrer, les Américains reviendront toquer à la porte. Est-ce que les Européens, justement, n'ont pas peur que ce soit les Américains qui raflent la mise en Ukraine ? Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut on a plus d'amis vraiment, hein, donc les Européens. Donc, les Russes, ça faisait longtemps qu'on savait qu'ils n'étaient pas vraiment, depuis toujours, contre le projet européen. Ça n'a pas vraiment changé. Les Américains, c'est un vrai revirement d'alliance quand même. Ça, pour le coup, c'est ce que je disais tout à l'heure dans ceux qui se sont fait dessiller les yeux sur les dernières déclarations de Trump depuis qu'il est arrivé, depuis la stratégie de sécurité qu'il a fait il y a 15 jours. Donc là, en effet, il n'y a plus, c'est écrit, c'est noir sur blanc, il veut l'America First, donc forcément tous ceux qui ne sont pas... Ou l'America Only. Américain. Ouais. C'est pas sa priorité. Donc, il faut faire avec. C'est une nouvelle dimension. Donc, en effet, pour ceux qui n'avaient pas vraiment fait d'efforts de défense et qui s'étaient reposés sur le parapluie américain, mais il faut qu'ils en fassent. On voit bien l'Allemagne, on voit bien la Pologne, on voit bien des pays etc. Et donc, on a forcément aujourd'hui un regard qui est on aide l'Ukraine parce qu'il a été agressé d'abord. Hein, c'est quand même pas l'Ukraine qui a agressé la Russie, il ne faut pas inverser la tendance. Le droit international a été bafoué par la Russie. Okay, donc s'il y a des gens qui trouvent ça très bien, tant mieux. Moi je trouve quand même qu'il y a des règles internationales et si on commence à s'asseoir dessus pour un motif quelconque, ça fait que ça remet quand même en faisant un certain nombre de choses et c'est pas vraiment très, très solide. Donc on va
aider les Ukrainiens jusqu'à ce que... on ne sait pas quand, parce que pour l'instant, Trump, il voudrait aller vite, mais ça ne va pas vite. On voit bien que depuis le 15 août, il n'a pas obtenu grand-chose. Ça fait 11 mois qu'il est à la Maison-Blanche, il comptait régler le conflit en 24 heures. Il va peut-être s'impatienter un moment où il va peut-être comprendre que Vladimir Poutine le roule dans la farine ou se moque de lui parce qu'il n'avance pas, etc. Les Ukrainiens ne sont pas complètement, grâce à ce que vous avez dit, ils font quand même des choses assez intéressantes et ils ont des victoires, encore l'autre jour sur le sous-marin, etc. Donc, ils se laissent pas faire. Dans l'accord de Trump, il y a une partie du territoire qui n'est pas conquis aujourd'hui par les Russes. Donc, pourquoi on donnerait le territoire? Moi, je vous rappelle quand même qu'on a eu en France l'Alsace-Lorraine. On n'a pas donné l'Alsace... On a donné l'Alsace-Moselle, pas l'Alsace-Lorraine. Hein, donc, voilà. Et donc, on a attention à ce qu'il faut faire. Et puis, dans la reconstruction, bien entendu, il y a déjà aujourd'hui des entreprises qui sont présentes en Ukraine, etc., et qui voudront continuer. Alors bien sûr, les Ukrainiens pourront faire appel à d'autres s'ils le souhaitent, mais les Européens auront leur mot à dire, bien évidemment. Olivier Marty, sur ce rôle joué par les Européens dans la future reconstruction? Je crois que ce qui est important de voir, c'est que l'Union européenne a intérêt à défendre ses valeurs, à assurer, en soutenant l'Ukraine, sa propre sécurité, et effectivement qu'elle est intéressée à participer au gigantesque chantier, au pluriel, de la reconstruction de l'Ukraine au plan des infrastructures, au plan du tissu du secteur privé et bien entendu pour l'industrie de défense. Et je crois aussi savoir qu'il y a un certain nombre d'entreprises européennes qui s'installent maintenant même directement en Ukraine pour bénéficier de plus de facilité dans la production de leurs propres armes. Alexandre Kateb, sur ce point. Non, c'est vrai que la reconstruction de l'Ukraine va mobiliser énormément d'efforts, qui d'ailleurs seront financés en grande partie par les Européens, il ne faut pas se le cacher. Donc c'est une manière de prendre d'une poche et de redonner à l'autre si c'est des entreprises européennes qui sont impliquées dedans. Mais d'ailleurs, ce n'est pas forcément ce qui va arriver. On a d'ailleurs un précédent historique avec les États-Unis en Irak, quand les États-Unis pensaient récupérer les contrats de reconstruction de l'Irak post-Saddam. En fait, c'est les entreprises chinoises qui les ont récupérés. Donc on voit qu'il y a comme ça des évolutions qui ne sont pas forcément prévues. Mais ce qui est plus important que la reconstruction de l'Ukraine, à mon avis, c'est quand même le rétablissement des liens économiques avec la Russie. Parce qu'en termes de potentiel, l'Ukraine, ça ne représente pas grand-chose. Le véritable enjeu pour les Européens, ça devrait être de rétablir des relations à long terme avec l'Ukraine. C'est pas un peu avec la Russie. Avec la Russie. C'est pas un peu tôt ? C'est pas un peu tôt? Non, puisque si on regarde les Américains, eux, ils y sont déjà dans cette phase de retissage des liens. Mais les Américains ne sont pas en Europe ils ne sont pas menacés. Ils ne sont pas en Europe, mais justement, c'est ça le paradoxe, c'est qu'ils ne sont pas en Europe. Finalement, ils auraient moins intérêt à renouer des relations avec la Russie, si ce n'est pour les gisements de matières premières, etc., dont on pourra parler. Mais c'est l'Europe qui s'est infligée elle-même d'énormes sanctions économiques à travers notamment sur le gaz et le pétrole. Il y a des sanctions américaines. Mais qui sont... Il y a des sanctions américaines et en effet... Et Trump, il veut d'abord que les gens achètent du gaz américain et pas du gaz russe. Parce qu'ils ont du gaz. Les Américains ont du gaz. Les Européens n'ont pas de gaz. C'est la grande différence. Et donc aujourd'hui, ils doivent acheter du gaz américain qui coûte 3 fois plus cher et qui a décimé, laminé des industries entières en Europe. Mais la mauvaise relation avec la Russie, je vous rappelle quand même que pendant un moment, nous avions le G8 qui avait des partenariats, etc. C'est pas l'Europe qui a cessé les relations, c'est la Russie. Donc il ne faut pas inverser la preuve. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas d'accord, mais c'est la réalité. Les sanctions ont été imposées par les Européens sur l'énergie russe. Nord Stream a été saboté par les Ukrainiens. Il n'a pas été saboté par les Russes et aujourd'hui, on le sait pertinemment. C'est peut-être vrai, mais quand vous dites les relations, moi je vous parle de ça il y a un peu plus longtemps, il y avait des vrais partenariats, ils étaient membres du G8, etc. C'est de leur fait, pas de la fait des Européens ni des Américains. Si on regarde dans l'histoire, au moment à l'époque de la guerre froide... les États-Unis n'étaient pas avec la Russie, ils étaient opposés, c'était des ennemis. Mais à ce moment-là, justement, les Européens, au plus fort des tensions, achetaient du gaz russe. Et donc on voit que finalement, c'est quelque chose qui peut très rapidement changer aussi. Mais pour l'instant, les conditions ne sont pas requises. Il manque encore quelques étapes avant qu'on puisse arriver à ce que vous souhaiteriez. Un mot aussi sur le nécessaire réarmement des pays européens, Pologne, Allemagne, Pays-Baltes. Est-ce que pour l'instant, c'est un peu chacun de son côté ? En fait, ce qu'on constate, c'est que les politiques de défense sont clairement une prérogative quasiment exclusive des pays européens individuellement. L'Union européenne participe, mais elle contribue de manière complémentaire à ce que les pays européens peuvent faire. Et c'est vrai que pour un certain nombre de pays européens,
il y a un enjeu de coordination en fait. Tout le monde dépense plus, clairement. Le mouvement de bascule, c'est dès 2014 en fait. Dès 2014, avec l'invasion de la Crimée, les pays d'Europe centrale et orientale ont commencé à fortement augmenter leur budget de défense. Encore plus à partir de 2022. Et c'est vrai que les pays d'Europe de l'Ouest, singulièrement l'Allemagne, ont commencé à vraiment augmenter, eux, à partir de 2022. Mais il a fallu l'invasion à grande échelle de l'Ukraine pour que les Européens de l'Ouest prennent conscience de l'importance de ce réarmement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une difficulté intrinsèque, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui font des efforts assez importants. Vous citiez les États baltes, clairement, ils comptent pour beaucoup dans l'ampleur de ces efforts. Ils partaient de très 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 loin en 2014, ils étaient quasiment les mauvais élèves de l'OTAN. Aujourd'hui, c'est eux les bons élèves avec la Pologne. Sauf que quand vous faites la somme des dépenses de défense des États baltes, c'est entre 5 et 10% des dépenses françaises. Donc quand bien même ils font beaucoup d'efforts, ils sont petits en fait, ce sont des petites économies. Et donc à partir de ce moment-là, forcément, le rapport de force absolu, il est léger par rapport à ça. D'où l'importance d'être coordonné à l'échelle européenne, parce que c'est ça la bonne taille globalement pour répondre à une menace russe, puisque ça a été dit clairement par le chef d'état-major des armées, ça a été dit par son prédécesseur, ça a été dit par le directeur de la DGSE. Globalement, la menace principale, elle viendrait de là. Et si on rapporte les dépenses militaires russes exprimées en parité de pouvoir d'achat et les dépenses militaires européennes, la Russie est encore devant. Donc il y a un effort aujourd'hui de la part des Européens pour compenser un rapport de force qui est aujourd'hui défavorable, en dépit des efforts qui ont été faits depuis 2014, et encore plus avec l'idée que d'ici peu, on en saura beaucoup plus sur la stratégie de force américaine, et donc on saura précisément ce que veulent faire les États-Unis sur le théâtre européen. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, les Européens vont devoir compenser ce que les Américains fournissent avec des efforts là aussi qui seront supplémentaires. Globalement, le sommet de La Haye de l'OTAN de juin dernier a conclu sur le fait que les pays de l'OTAN doivent dépenser 3,5% du PIB dans la défense. En moyenne, les pays européens, tous pays confondus, ils sont à 2% de leur PIB. Donc il y a vraiment un effort budgétaire à aller faire pour converger là-dessus. La question, c'est, globalement, le consensus est plutôt bon. Au niveau des pays européens, l'Espagne, mise à part, globalement, c'est à peu près accepté par tous. La question, c'est à quelle vitesse les pays vont pouvoir atteindre ces nouveaux seuils de 3,5%. Vous mentionnez le fait que la France est très lourdement endettée. Ça va être une difficulté supplémentaire pour un certain nombre de pays, la France, la Belgique, l'Italie, la Grèce, dans une moindre mesure, de pouvoir atteindre ce niveau, alors que pour d'autres, l'Allemagne en particulier, l'effort va être relativement facile. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, il est plutôt là. C'est la capacité des Européens à aboutir à ce nouvel objectif qui sera qui est ambitieux, mais qui correspond à l'état du monde aujourd'hui tel qu'il est. À Moscou, en tout cas, Vladimir Poutine scrute ces discussions européennes, bien sûr, avec intérêt, et il menace. Selon lui, l'utilisation des avoirs russes gelés pourrait avoir de très lourdes conséquences. Il a pris la parole encore ce matin pour assurer que la balle est désormais dans le camp des Occidentaux. Le président russe qui, cette semaine, n'a pas eu des mots très élogieux, disons-le, à l'égard des dirigeants européens. Le mieux, c'est de l'écouter. Les petits cochons européens se sont immédiatement joints aux efforts de l'ancienne administration américaine qui cherchait à tirer profit de l'effondrement de notre pays, à récupérer ce qui avait été perdu au cours des périodes historiques précédentes, à prendre leur revanche. Comme tout le monde peut le constater, toutes ces tentatives et tous ces plans destructeurs contre la Russie ont échoué, complètement échoué. La non-utilisation pour l'instant de ces avoirs russes est une victoire pour le chef du Kremlin ? Non, parce que il faut se souvenir aussi de ce qu'a dit Donald Trump il n'y a pas très longtemps. Lui, il était prêt aussi à prendre une partie de ses actifs. Et pourtant, il veut se rabibocher avec... Pour des investissements futurs. Voilà. Donc, moi, je serais Vladimir Poutine, je ne créerais pas trop... Attention. Voilà. Il fait beaucoup de propagande, là, c'est habituel. Hein. Donc, ces actifs russes, ils sont là. Et il a compris, avec la décision de la semaine dernière de la Commission, que pour l'instant, donc il peut aussi faire la réciprocité pour les actifs européens qui sont en Russie. Attention. Hein. C'est pour ça qu'il y a un vrai... tout mot est très sensible dans ces affaires. Mais en effet, si
sur ces actifs russes, il y a une non-utilisation aujourd'hui, mais enfin pour l'instant ils sont gelés, hein, donc voilà. Et les Américains aimeraient bien mettre la main sur le magot, donc il faut aussi que nous on fasse attention parce que les Américains pourraient aussi dire un jour avec, on en a besoin pour la reconstruction, on en a besoin pour accéder à des choses. Donc même son nouvel ami Trump n'est pas toujours d'accord avec lui sur ce qu'on pourrait faire en effet de ces actifs russes. Olivier Marty, il faut s'inquiéter pour les actifs européens en Russie ? Non, je ne crois pas tellement. Je crois que les actifs européens, soit ils sont partis de Russie, les entreprises se sont retirées assez vite après le début de la guerre, soit il y a eu des actifs nationalisés. Il ne reste pas grand-chose, en d'autres termes, en Russie. Donc je ne crois pas tellement à la crédibilité de cette menace. En revanche, peut-être contrairement à Pascal ou en complément, je pense que ne pas avoir gagé le prêt directement sur les actifs russes, c'est tout de même une toute petite victoire pour Vladimir Poutine dans la mesure où ça aurait eu une portée politique symbolique plus importante que la solution qui a finalement été trouvée. Mais dans cette solution, il y a tout de même la possibilité, comme on l'évoquait tout à l'heure, de revenir à ces actifs russes. Et donc, on maintient quand même une dose de pression assez forte sur Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, il l'a bien compris, puisque dans son message, tant hier que ce matin, je crois, dans sa conférence de presse de propagande annuelle, il a mis une pression ou réagit vertement aux solutions trouvées par les Européens. D'accord avec l'analyse d'Olivier Marty, cette pression des Européens, elle marche, elle peut marcher ? En fait, sur ces avoirs russes gelés, j'ai envie de dire que la Russie s'en fiche. Parce qu'en fait, il s'agit de réserves de la Banque centrale de Russie pour l'essentiel. Ces réserves, elles servent à quoi ? Elles servent à anticiper des crises, notamment au niveau du change, des crises macroéconomiques. Et c'est pour ça que les banques centrales gardent des réserves. Aujourd'hui, la Banque centrale de Russie a des réserves équivalentes à plus de 500 milliards de dollars. Donc elle a reconstitué en quelque sorte ses réserves. Le double à peu près de ce qui est détenu, quoi. Après, c'est une question de principe, effectivement. Et surtout, ça peut être, je pense, un moyen finalement de résoudre cette guerre aussi, ou en tout cas de participer à cet accord de paix, puisque ces ressources pourraient être mobilisées, c'est ce qu'a suggéré le président Trump, dans le cadre d'un plan de paix qui envisage à la fois la reconstruction de l'Ukraine et, cerise sur le gâteau, un fonds d'investissement russo-européen, donc dans les matières, dans les terres rares, l'énergie, etc. Donc ça, ce serait le bonus quelque part que Trump attend pour signer en tout cas pour pousser les belligérants à signer cet accord, hein, puisqu'il a cet aspect transactionnel-là, et je crois que Poutine a très bien compris cette manière de penser de Trump et ce côté transactionnel, d'ailleurs qu'on voit bien à travers les émissaires qui sont envoyés, qui sont des hommes d'affaires, hein, que ce soit Witkoff, Jared Kushner, etc. Julien Malizard, il y a aussi forcément la question de savoir si Vladimir Poutine pourra continuer longtemps son effort de guerre. On sait combien il coûte cet effort de guerre à la Russie ? C'est pas toujours très simple de savoir les chiffres. En tout cas, le budget militaire est en hausse de 70% par rapport à l'année dernière. Oui, alors, les chiffres les plus crédibles sont ceux du CIPRI, qui est un think tank suédois, et qui évoque un effort de défense en pourcentage de PIB entre 6 et 8% du PIB russe, ce qui est beaucoup, ce qui est plus qu'avant la guerre évidemment, mais ce qui n'est pas non plus un effort gigantesque par rapport à ce que fait l'Ukraine, comme j'évoquais tout à l'heure, ou par rapport à certains pays du Proche et du Moyen-Orient qui sont eux aussi dans cet ordre de grandeur-là. Donc l'enjeu ici pour la Russie, c'est effectivement la capacité d'avoir une soutenabilité économique, macroéconomique de son modèle à durer dans le temps, puisqu'on est bien ici de nouveau dans cette logique de guerre d'attrition. Il y a quand même l'idée que malgré tout, les sanctions fonctionnent pour partie. La Russie ne s'est pas effondrée économiquement parlant, évidemment. C'est un producteur majeur de ressources naturelles, donc forcément, la demande pour ces types de biens est toujours très forte. Et la Russie a réussi à redéployer les ressources naturelles qu'elle livrait aux Européens vers d'autres pays, la Chine, l'Inde, la Turquie, enfin, tout ça est très bien connu. Mais aujourd'hui, on voit quand même que le modèle économique russe est sous tension, le taux d'inflation est extrêmement élevé. Il y a le fait qu'aujourd'hui, on est sur une forme de contrainte budgétaire assez forte, puisqu'il faut soutenir un effort de défort, comme vous l'avez rappelé, l'augmentation du budget qui est quand même assez élevée. Et dans le même temps, il y a des tensions par rapport à la production d'armement, puisque c'est une tension majeure sur
au niveau du marché du travail notamment. Donc il y a quand même un certain nombre d'indicateurs qui nous disent que le modèle russe est en train de s'épuiser pour partie. Mais après, il faut avoir quand même conscience que c'est un pays qui est très large, qui a des grandes ressources. Et donc l'économie ne va pas collapser du jour au lendemain. Ce sera clairement pas le cas. Mais c'est l'idée que sur le temps long, les sanctions ont une efficacité, mais qui est que relative en quelque sorte. Et je rejoins votre point tout à l'heure, c'est aussi un coût pour nous. C'est qu'à un moment donné, il faut être lucide. Les sanctions, évidemment, la Russie peut nous sanctionner en miroir, quelque sorte. Et puis, en même temps, c'est des opportunités économiques qu'on n'a plus. Eux n'en ont plus, mais nous non plus. Donc forcément, ça a un effet dans les deux sens. Globalement, je pense que le coût net est plus fort pour la Russie, mais il ne faut pas le négliger, le coût pour nos D'ailleurs, économies. quelque chose qui est intéressant là-dessus, c'est, vous savez, les gazoducs Nord Stream. Alors, semble-t-il qu'il y a un homme d'affaires américain, proche du fils de Trump, qui serait prêt à racheter la société qui gère ces gazoducs, Nord Stream, voilà, et donc de fournir à nouveau du gaz russe aux Européens, mais avec la bénédiction des intérêts américains. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand bien même la Russie augmente beaucoup ses dépenses militaires, etc., on se demande à quoi bon, puisque finalement, s'ils étaient aussi forts, ils auraient dû déjà gagner. Vladimir Poutine nous a dit le 22 février, j'en fais bonne affaire, en 3 jours, j'ai rasé Kiev. 3 ans et demi après, c'est pas le cas. Donc, arrêtons de faire croire que cette armée est forte. Il y a certainement beaucoup de faiblesses. Il y a aussi beaucoup de morts. Moi, je reviens sur le bilan des victimes. Je pense qu'à un moment donné, il y aura un seuil, même si en effet la société russe n'est pas une société où on dit les choses parce que c'est quand même une société très bridée et Vladimir Poutine contrôle quand même beaucoup de choses, etc. Hein, c'est pas une démocratie. Hein. Donc là, le show d'ailleurs le montre. Hein. Il y a un moment donné où les familles, les personnes qui ont souffert, qui ont des victimes, vont se dire mais à quoi bon tout ça, quoi, je veux dire. Donc, il y a aussi un coût qui est difficilement matériel, mais qui est en effet la charge morale, le coût de la société, de perdre ses enfants, ses jeunes, etc. Enfin, ils ont fait quand même appel à la Corée du Nord, à un moment donné, la Russie. Donc, quand même, faut quand même pas se leurrer la face. Ça n'allait pas très bien sur le terrain. On a quand même des pertes qui sont assez... parce que les Ukrainiens ont développé une armée. J'allais dire, c'est un pays qui connaît la guerre. Donc, pour les militaires, en tout cas, c'est un exercice en grandeur nature de ce qu'on peut faire, pas faire, etc. Et que ces drones qu'on n'avait peut-être pas vus comme une arme de destruction massive encore récemment, le sont devenus. Donc voilà, on a aujourd'hui un concept qui a complètement changé. Avec, en effet, il faut s'y adapter. Et les Russes, aujourd'hui, ils ont quand même beaucoup de victimes. Ils ont des sanctions qui font mal. Ils ont aussi, faut pas se leurrer, des Chinois qui même si ça va bien, soi-disant, c'est quand même pas le grand amour non plus, hein, parce que voilà, donc il y a quand même l'un qui est quand même supérieur à l'autre. Je pense que Poutine aimerait que ça soit la Chine qui soit le vassal. Je pense que c'est pour l'inverse, etc. Donc au niveau mondial, et vis-à-vis des États-Unis qui ont reviré leur veste, pour l'instant, moi je vois pas d'horizon dégagé pour un plan de paix. Alors là, j'y suis pas encore. Hein. Déjà le cessez-le-feu, on le voit pas. Voilà. Oui, on peut se dire que dans 10 ans, voilà. Oui, mais les Européens aujourd'hui sont focalisés sur finalement la continuation de ces opérations militaires qui certes ont permis à l'Ukraine de résister, mais peut-être qu'ils ont oublié la finalité qui est quand même pour faire la paix, il faut être deux et les deux protagonistes, il y en a un qui est prêt à en parler, sous réserve, bien entendu, que ce ne soit pas au détriment complet. Il y en a un autre qui ne veut pas en parler. Donc, c'est difficile. Même Trump, aujourd'hui, pourtant, on pourrait penser que le président américain, la première puissance mondiale militaire du monde, dirait, écoute, Vladimir, je t'ai fait venir en Corée, je t'ai déroulé le tapis rouge, écoute, on va se mettre sur la table, Même pas. Il n'y a même pas de répondant de la part de Vladimir Poutine à Donald Trump. Donc je pense qu'à un moment donné, ça va énerver. Il est assez sanguin, Donald Trump. Je pense que ça va l'énerver. Olivier Marty, sur cette pression européenne, ça peut faire plier Donald Trump, on peut en douter quand même ? Je crois que ce qu'il faut voir, c'est que la poursuite du soutien européen à l'Ukraine, y compris sur le volet financier, avec quand même cet acquis d'hier au Conseil européen, le prêt de 90 milliards d'euros, est de nature à légitimer les positions européennes dans les discussions
discussions globales de paix qui sont drivées, si j'ose dire, conduites, impulsées par les États-Unis sur des bases qui sont totalement inacceptables pour l'Ukraine, comme d'ailleurs, en fait, dans une moindre mesure, pour la Russie elle-même. Et là, on a vu ces derniers jours avec les réunions à Londres entre les Européens et Zelensky, puis ensuite à Berlin, que l'Europe poussait ses pions, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. On n'est pas absent des négociations. Voilà. On n'est pas absent des négociations. Quand c'est intéressant, ça passe toujours trop vite. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.